J'ai rencontré Hegel à Strasbourg sous la forme évidemment d'un ouvrage, cet ouvrage, La phénoménologie de l'esprit, suffisamment tôt finalement pour lui consacrer d'abord un mémoire de maîtrise, suivi bien plus tard de plusieurs ouvrages qui le concernent plus directement, avec l'idée peut-être qu'on ne l'avait pas du tout compris ou qu'en cherchant à le comprendre, on l'avait surtout momifié, conservé dans le formol, interdit d'en déplacer peut-être la moindre ligne ou de faire bouger quoi que ce soit dans un texte considéré comme sacré. Pourtant, je voudrais dire que la phénoménologie de l'esprit comporte justement des lignes et des mouvements. Elle est composée, dit Hegel, par des cercles de cercles qui n'existent qu'à les faire tourner. Une véritable machine infiniment modulable, au sens peut-être où Deleuze parlait de machine. Elle ne possède pas, en tout cas, d'une vision qui serait uniforme de l'histoire. Elle recommence, elle ne commence pas simplement, elle recommence à chaque fois son trajet selon différentes strates, il nous appartient de les faire recommencer activement. Un peu peut-être comme des couches constitutives d'un système qui serait un système en gigogne, une espèce de livre rotatif, vraiment vivant, euh, un des seuls qui soit qui soit composé en tout cas de flux, un livre qu'on pourrait dire flexueux, ou peut-être plutôt fluxueux pour reprendre ici cette expression de Deleuze relativement au flux. Alors oui, s'y superposent évidemment des cycles relativement indépendants. Des cycles indépendants en des développements dont il faut comprendre les différents recouvrements. Il y a des couches de sens, il y a des niveaux, il y a des étages. Et un événement qui les traverse, ces couches, un peu comme peut-être l'escalier circulaire. Un escalier, oui, qui va descendre par tous les étages. Et de cette manière, évidemment, je cite Hegel, les figures qui sont intervenues jusqu'à présent s'ordonnent maintenant autrement qu'elles n'apparaissaient dans leur série initiale. Fin de citation. Elles s'ordonnent, ces séries, tout autrement, et tout le temps autrement du reste. C'est là comme une invitation à faire aussi autrement. Nous, lecteurs, à l'image de ce que Hegel demande, de ce qu'il formule. De toute manière, ces séries, ces séries, cette espèce de point de rencontre entre les séries, sont comme des sorties hors du temps, des, des événements disposés à fonctionner pour nous, dit Hegel, un pour nous aujourd'hui, un pour nous placé sans doute à un autre étage, évidemment. Enfin, on n'est pas à la même époque que la rédaction de la phénoménologie de l'esprit. Un autre point de l'escalier qui traverse toute cette structure en une forme de temporalité qui n'est pas celle de la durée au sens strict, puisqu'elle n'exclut pas justement une certaine simultanéité, simultanéité des paliers, recouvrement des étages avec une forme de recomposition possible, dont on n'exclura pas qu'elle puisse, cette recomposition, se disposer une forme de vérité. À des coupes qu'avec Hegel on appellera savoir absolu. Une chose qui n'est pas tout à fait étrangère à une expérience déjà tentée par Spinoza. Il ne s'agit en tout cas jamais, selon ce nappage spécial, selon ce temps stratigraphique, disons,
d'une histoire unilinéaire. Il faut au contraire répéter plusieurs fois, comme un balayage des événements pour les faire émerger, un balayage pour dessiner leur champ en trichromie ou en quadrichromie, pour pratiquer des superpositions qui vont permettre justement l'émergence des figures, cet escalier qui va perforer au fond les différents niveaux, tout un processus euh, ici de colorisation, puisqu'il s'agissait de quadrichromie. Colorisation que Jean-Luc Nancy d'ailleurs venait d'aborder dans la séquence, cette séquence disponible ici même, sur le même site. Première intervention du reste, donc il y aurait ici un rapport à établir et à vérifier. Voici en tout cas un événement, qu'un événement se place à des degrés de profondeur variés. C'est le même événement qu'on va retrouver évidemment sur des paliers différents et dont nous pouvons éplucher déjà quelques nappes. Par exemple, dans le texte de Hegel, le niveau de la conscience, ou encore, bon, disons, la certitude sensible constitue une couche, puis la certitude de soi, la certitude rationnelle, l'intellection pure, ou encore plus loin, la conviction morale, etc., etc. Alors, bon, toutes ces figures ne se placent pas du tout sur la même strate. C'est là un découpage qui fonctionne de manière feuilletée, une manière qu'adopte Hegel et qui suffirait à montrer certaines émergences. Quand des strates se superposent, il y a évidemment des points qui vont se toucher. Ou alors des trous qui se rejoignent, enfin des cheminées, parler comme un alpiniste, hein, des cheminées ou des ascenseurs qui vont entrer ou sortir du plan. Ces émergences-là sont des états d'esprit, esprits déployés dans le monde, et qui ne suivent pas d'une opération simple comme par exemple la réflexion ou l'introspection, très propre de la conscience. Tout ça ne relève plus du sujet introspectif. Il faut imaginer des mouvements beaucoup plus anonymes, disons. Il faut y distinguer, il faut y distinguer quoi? Au moins trois balayages, trois pellicules qui vont se recouvrir selon un même point, peut-être par transparence, ou comme je le disais à propos d'une cage d'escalier, ou encore euh, une espèce de point qui permettent de visualiser d'en haut tous les étages. En regardant le noyau de l'escalier, se présente bien une trouée qui nous permet en effet de passer à travers tous les étages de de cette composition. Donc un point, si vous voulez, qui recoupe des profondeurs par une espèce de trappe ou une échelle, enfin tout ça en une variation qui mettra ce point précis autrement en perspective, hein, chaque fois à un niveau peut-être plus élevé pour constituer ainsi ce que Hegel appelle un moment. Il y a des moments. Il y a des moments qu'on va éplucher selon des couches dont le sens ne peut pas être le même. On pourrait parler, pourquoi pas, d'un millefeuille, ou encore de quelque chose de plus sphérique comme un oignon qui comporte des niveaux, des couches dont le rapport n'est pas strictement dépendant. C'est tout un enveloppement qui trace en tout cas un chemin plus ou moins détendu, plus ou moins circulaire, mais dont les détours peuvent être franchis en ligne droite par une coupe. L'histoire que nous donne à réfléchir Hegel peut laisser penser, peut-être mieux encore, en souvenir de son amitié pour Hölderlin, à un cours d'eau selon des degrés de profondeur et des formes d'écoulement, dont la vitesse n'est pas tout à fait
n'est pas tout à fait la même, de nature semblable. Même si bien sûr la surface du Rhin se stabilise en une image immobile, la surface grandiose et parfaitement lisse décrite par Hölderlin, miroitante, enfin un calice ou un grand serpent, dit-il, Hölderlin, grand serpent luisant, pour reprendre son image poétique. Un fleuve serpent. Alors, la première, la première mue, enfin, ou nappe de cette histoire fluide, Hegel l'appellera bientôt esprit subjectif. Bon, c'est une superficie, c'est une peau, une mue subjective qui correspond à une couche tout à fait individuelle, qui en chacun de nous va intégrer son rapport au monde selon, Hegel dirait des écailles, je crois que l'expression revient quelquefois dans la phénoménologie de l'esprit, des pellicules qu'on peut d'abord envisager, par exemple, dans l'ordre que prennent nos facultés mentales. La sensibilité, la perception, l'entendement, avec la succession des phases appelées conscience, conscience de soi, raison. C'est là déjà une première couche. Et ces formes subjectives de l'esprit vont s'étaler du début jusqu'à la fin d'un cours, d'une contorsion ou d'une histoire que le philosophe a fixée de manière qui n'est pas arbitraire, puisqu'elle s'arrête à lui, avec lui, avec son siècle, la marche particulière de l'escalier dont on pourrait considérer qu'elle s'arrête bien sûr à Hegel, infléchie par une problématique à l'époque morale, au seuil d'un nouveau monde incarné par la volonté, justement chez Kant, chez Schopenhauer encore du reste, et ce sera d'ailleurs le cas de Nietzsche, un système de facultés qui se heurte, à un principe de réalité, qui se heurte au réel du temps, et qui par là même prendra une forme tout à fait objective, dans une esthétique, dans une science, dans une croyance du moment. Mais c'est là, déjà, on le sent bien, une seconde couche, pas seulement subjective. On ne saurait évidemment se contenter du plan subjectif, de ce plan des facultés évoquées à l'instant, certitude sensible, etc. On ne pourrait pas en rester à ces écailles-là qui épluchent tout le réel d'un point de vue encore, disons, psychologique, ni se satisfaire même de leur intimité entrevue par Descartes, par exemple, en un degré de conscience seulement présumé solipsiste, une solitude comme ça de la pensée, d'une intimité quasi-gastrique, disait Sartre. C'est que la conscience est sans cesse, évidemment, dans le système que j'essaye de décrire, elle est heurtée, elle est déportée de son intimité par des chocs du réel qui ont lieu comme derrière son dos. Lorsque Descartes lui-même déjà parlait, il parlait le latin, qui n'est pas une langue anodine, ni subjective. Aussi, la seconde nappe qui s'étale selon la même amplitude que la première, concerne donc plutôt la manière dont la conscience se réalise, s'effectue, quoi. Enfin, se rend réelle, se pose en dehors de soi selon des objets concrets, comme une langue, ou encore une forme économique, ou encore une loi, voire une formation politique dans des ensembles sociaux très différents, la cité grecque, la cité romaine, ou l'Empire romain, des configurations féodales ou modernes. Il s'agit là de ce que le philosophe nommera un peu plus tard l'esprit objectif. Parce que, bien sûr, il est redevable d'une couche contre laquelle se frotter, à laquelle se heurter, en autant d'objets. Et comment cette communauté, avec les individus qui la composent, comment cette conscience, cette fois-ci sociale, parce qu'on a changé de couche là, comment cette conscience va-t-elle conscience sociale et non pas cogito, va-t-elle s'exprimer dans le réel et dessiner la vision qu'elle pose, le regard qu'elle pose sur un temps particulier? Ne faut-il pas
Pour cela, comme une troisième forme d'histoire, une troisième nappe, une espèce d'image de la pensée qui s'exprime de toute façon de manière très datée. Une Weltanschauung, pourquoi pas, enfin une vision du monde. Et alors, selon quel drame se joue finalement l'esprit d'un temps lorsqu'il se découvre ce temps, il se révèle à lui-même sous la forme d'un monde, de tout un monde. La conscience de soi ne s'inscrit donc pas toujours dans une figure psychologique. Ici, il s'agit de la conscience de soi d'un temps, ou encore, si vous préférez, de la conscience de soi d'une époque. Par exemple, Kant, lorsqu'il pose la question des Lumières, ou que Hegel interroge la raison dans l'histoire, le philosophe ne pourra-t-il pas, justement, ce faisant, en extraire la nuit tombée, c'est la chouette de Minerve, en extraire, disais-je, une image, un instantané, une espèce de prise de vue en laquelle l'esprit se reconnaîtra ou se reconnaîtrait lui-même, se donnerait à reconnaître en une texture spécifique, singulière, qui n'est pas seulement individuelle ou même sociale. C'est ça, en fait, la difficulté. Ni subjectif, ni objectif, mais recouvrant les deux avec leurs feuillets et leurs fibres propres, l'esprit n'est plus du temps. Et il en sort comme une nouvelle conscience dans une substance qui forme les archives ou les réseaux du monde. L'esprit se hisse désormais vers une composition, vers une intrication en mesure d'extraire de chaque moment ou de chaque nœud une figure absolue, dira Hegel, si vous préférez, un instantané chromatique comparable à la quadrichromie dont fait usage, ou dont font usage d'ailleurs les imprimeurs à l'époque de Hegel, et dans le cadre de quoi se conserverait un portrait, quelque chose en tout cas qui se porte soi-même, et qui ne se contente pas d'une représentation, une espèce de cartographie spirituelle. Voilà, on est désormais du coup placé devant un autre problème pour repérer la manière dont l'esprit se présente et se comprend lui-même. Non plus sur le plan des facultés, comme par exemple la perception ou la certitude sensible dont j'avais parlé, qui est la première couche, ni sur celui plus pratique de l'observation scientifique, du jugement moral ou de la décision politique, qui serait cette espèce, une seconde couche plus sociale. Dans quel type alors, si ce n'est celui des idées? Des idées, peut-être avec un grand I, des idées dominées par l'art, dominées par la religion, ou encore mieux, la philosophie. Voilà, là encore, on a trois stades. Art, religion, philosophie, enfin, en tout cas, trois étages qui vont reprendre toute l'histoire depuis ses balbutiements et dans la succession des œuvres. Une œuvre comme quoi? Bah, une œuvre comme les pyramides, qui pointent quoi au juste? Qui pointent le devenir de ce qu'il faut déjà appeler l'esprit absolu. Un appel comme ça. Là, du coup, on est vraiment pris dans une espèce de vortex, enfin un ascenseur qui recouvre, enfin, ou qui interpelle exactement la même extension que le cours subjectif de l'Égyptien qui l'a perçu, ou encore le cours objectif du pharaon qui l'a édifié. Mais ces pyramides restent, elles sont encore là. Elles ne sont pas simplement des choses du pharaon, elles sont placées sur une autre strate, bien plus intense. Comme le dit du reste, on l'attribue à Napoléon, devant les pyramides, disant, ou supposant que 20 siècles nous contemplent. Voilà voici donc que du coup nous sommes contemplés. Nous sommes contemplés finalement par l'esprit du monde. C'est ça l'esprit hegelien. Le romantisme de Hegel, c'est cette vision en grand, de loin, de haut. Ce survol
nous semble lié à la construction de ces trois plans, à leur entrelacement au sein d'une dramatisation qui nécessite quelque chose de comparable à du style. Enfin, c'est toute une dramaturgie, peut-être une scénographie, plutôt que l'enchaînement classique de la géométrie déployée par exemple dans le cadre de la philosophie de Descartes ou de Spinoza, très très peu préoccupé par des questions d'histoire. C'est un autre discours de la méthode, s'il en est, et dont la préface à la phénoménologie annonce le style, puisque je parlais du style, ou le programme tout à fait particulier, parce que vous reconnaîtrez que ce nappage, je parle de style ici, mais ce nappage, cette espèce de machine rotative, pelliculaire, faite de couches, enfin voilà, c'est tout un programme, une dramaturgie qui constitue ce que Hegel appellera la ressource du concept, ou le fonctionnement même de ce que c'est que le concept. En même temps, peut-être que de la mythologie qui en avait porté secrètement l'image, sensible déjà chez Hölderlin lorsqu'il se propose de traduire les tragédies grecques, comme des précipités, enfin des moments du monde, comme des incidences d'un monde, un monde saisi à la base de sa cristallisation, ce point-là où devient visible aussi bien le moderne que l'antique. Enfin, vous voyez, cette espèce de basculement, de superposition dans son propre regard sur lui-même, sa manière de percevoir son destin. Alors du coup, on a tout à fait quitté là le plan de la conscience. On est tout à fait éloigné du cogito, du sujet qui pense. Il faut créer, découvrir là, pour cette opération-là une nouvelle substance pour un autre sujet que le sujet méditatif. Ce n'est plus la certitude de soi devant le réel qui est en question, ni même de la conscience de soi, ou encore de la raison à l'œuvre dans le jeu de nos passions politiques. C'est pas ça. On est passé sur le dernier feuillet, là, sur une couche tout à fait extraordinaire, où il sera désormais question de l'esprit. L'esprit tel qu'il s'archive lui-même, déposant sa figure, ses figures dans l'univers, son monument. C'est peut-être un monument, non seulement un moment, mais un monument, au-delà bien sûr de tel ou tel individu ou de telle ou telle formation sociale dont ce monument aura évidemment besoin pour s'édifier, pour s'élever. Des mains qui travaillent à sa constitution, à sa construction. Eh bien, c'est cette œuvre, la singularité d'une œuvre qui nous contemple. Que valent et que nous disent encore ces œuvres étranges, comme les temples grecs et autres colosses dont le regard continue de scruter le ciel et le désert. C'est ça quand même la question la plus importante que Hegel nous adresse. C'est quoi ce regard? Le regard d'une statue, le regard du monument, que regarde-t-il? Que nous dirait un tel paysage pris sur, par exemple, une autre planète, comme dans le film de Ridley Scott, ces statues muettes dans Prometheus, par exemple. Bien sûr qu'elles nous regardent, elles nous hantent, et c'est la réussite de ce film que de nous laisser contempler par elles depuis leur effigie étrange. Et sans doute avait-on déjà cette tendance novatrice dans la philosophie de la mythologie de Schelling, plus en rapport évidemment avec Hegel, et jusque dans la naissance de la tragédie de Nietzsche, lorsqu'ils feront appel à des dieux pour comprendre un âge du monde. Freud lui-même, d'ailleurs, n'échappera pas à cette personnification de force inconsciente de l'esprit, sous les noms de divinités comme Eros, Thanatos, enfin j'invente rien là, des personnages à même de prêter un masque, des traits, une figure à une vision autrement restée invisible, sont là de véritables capteurs spirituels, enfin peut-être des sondes
lâché dans la plus grande profondeur de l'histoire, lorsque l'esprit se rencontre lui-même, se reconnaît de l'esprit. Une espèce de serpent qui se contorsionne sur soi et qui se rapporte finalement à sa révélation. Hegel sera sous ce rapport le premier philosophe à comprendre l'importance de ces siècles qui nous regardent, comme, comme autant de puissances situées à des niveaux d'un escalier tout à fait, des marches tout à fait dissemblables, des forces à l'œuvre dans la composition d'un temps, lequel est toujours symbolisé par des gestes, des poses, la silhouette de Napoléon sur son cheval qui passe devant Hegel lorsque celui-ci fuit son appartement en feu avec la phénoménologie de l'esprit sous son manteau. Hegel aurait croisé Napoléon à cheval, bon, là, une figure fortement impressionnante qui sans doute a donné à Hegel le sentiment d'être contemplé par l'histoire. Il y a en effet un rapport avec ces silhouettes, leurs statues, leur théâtre, tout un opéra, pour ne pas parler encore de cinéma, un rapport du mythe et de l'histoire dont il faut saisir la forme de dramatisation, capable de nouer toutes les strates évoquées, subjectives, objectives, absolues, pour y trancher, trancher quoi? Des moments communs. Ce sont des moments étranges dont l'unité n'est pas donnée, évidemment, mais qui doit être produite, repérée selon différents nappages. Et c'est cette intrication des deux premières couches dans une troisième, Hegel va justement l'appeler bien plus tard, d'un mot assez rare, dialectique. Une dialectique qui se déploie en son entier dès l'ouverture de la scène nommée religion dans la phénoménologie de l'esprit, avec des regards de dieux animaux, de dieux végétaux et bien d'autres évidemment, jusqu'aux statues. Tous ces dieux dont des fragments inchoatifs se sont bien sûr déjà présentés dans les autres mouvements, mythiques auxquels s'était arrêtée la phénoménologie de l'esprit. Des dieux qui prennent d'abord en soi la figure du sacré, un sacré dont la violence n'était d'abord qu'une pulvérisation du profane, enfin, exploser le profane. Des masques mortels sous ce rapport, des statues dangereuses, quasi magiques, qui représentent autre chose qu'elle. Un dehors étrange, mystérieux, énigmatique, dont il faut évidemment supposer un caractère tout à fait dangereux et mortel. Avec la philosophie, on pourra évidemment espérer tout autre chose. Quand les dieux ont été révélés enfin par des concepts sans aucune extériorité, dans l'immanence même de leur mouvement. Et c'est bien sûr le moment d'une autre histoire qui s'annonce à reprendre, dira Hegel, à reprendre plutôt dans une logique. Et c'est absolument ce que j'ai voulu faire, rendre hommage à Hegel de cette manière, 250 ans après sa naissance, pour une nouvelle philosophie de la mythologie qui viendrait redoubler les concepts dans une lecture de la science-fiction à laquelle Hegel ne se réfère pas évidemment, mais qui, elle, se réfère souvent à lui, comme j'ai pu l'explorer dans toutes les lectures consacrées à ces monuments particuliers que désignent les récits de science-fiction. Et dans ces grands moments, en tout cas qui frisent l'absolu, c'est l'anneau d'un serpent qui va se dire lui-même avec toujours, oui, tant et tant de cercles qui reviennent.